Bonjour à tous. Des raisons familiales m'éloignant momentanément des studios de Judaïkan, au moment de la diffusion de cette émission, il m'est impossible cette semaine de vous proposer un entretien avec un de mes invités qui est trait avec toutes les prochaines activités proposées par le Centre communautaire de Cannes. Néanmoins, notez que mon prochain interlocuteur, celui de la semaine prochaine, sera Rémi Peretz du Keren HaYesod. Avec lui, nous parlerons de la conférence projection que nous organisons au Centre communautaire de Cannes le dimanche 14 novembre à 15 h et qui aura pour thème le commando français du Palmar. Mais pour cette semaine, je vous propose de rassembler vos souvenirs et de revenir le 24 mars 2017. Souvenez-vous, Carole Glassman recevait Georges Boissys. Chers amis, bonjour. Carole Glassman au micro, comme chaque vendredi pour Judaïkan, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Chaque semaine, je vous fais découvrir un invité, un portrait d'homme ou de femme, qui, avec son parcours, qui est arrivé à Cannes et qui nous raconte un petit peu son histoire et ce qu'il exerce comme activité à Cannes. Aujourd'hui, nous avons Georges Boissys. Georges Boissys, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'avoir répondu présent pour nous présenter un petit peu votre histoire et ce que vous faites dans la communauté aujourd'hui. Donc je précise que vous êtes membre actif de la communauté depuis une vingtaine d'années et vous êtes le spécialiste en référent de la division interreligieuse, de la commission interreligieuse, un peu mosaïque. Oui, en fait je suis chargé des relations interreligieuses et c'était pratiquement une vocation parce qu'avant même le vivre ensemble à Cannes, nous avons eu des contacts avec l'Église unie de Cannes, protestante, et aussi avec l'Académie Clémentine. Bien, donc cher Georges, pour démarrer, à chaque invité, je demande un petit peu son parcours, sa naissance, d'où venez-vous, qui êtes-vous et où êtes-vous né en fait, dans quel pays? Très bien. Eh bien, moi je suis né en Algérie, à Oran, en 1949, c'est-à-dire juste après la création de l'État d'Israël. Pour moi, c'est un repère qui me tient à cœur. Et je suis né dans une famille d'enseignants. Mon père et ma mère étaient instituteurs. Et ils m'ont éduqué dans cet esprit d'enseignant laïque de l'époque. Nous avions un contact assez éloigné avec la communauté. Je ne fréquentais pas en fait la synagogue, puisque nous étions assez éloignés. Nous habitions près de la nouvelle préfecture. Et nous avons eu des contacts plutôt avec des non-juifs à l'époque. On avait quand même aussi quelques contacts avec des familles juives, mais pas beaucoup. Donc je suis né au bord de la mer et c'est un facteur important pour moi parce que la mer c'est un miroir un peu pour l'homme. On est tellement bien au bord de la mer, avec ses embruns, avec cette respiration, cette thalassothérapie naturelle, qu'on a envie de rester au bord de la mer. Voilà. Donc, né à Nice, j'ai fait donc... Vous arrivez à Nice à l'âge de 13 ans pour votre bar mitzvah, c'est un petit peu votre père. Oui, pardon, j'avais dit né à Nice, mais je suis bien né à Oran, et effectivement, j'ai été en plus de ça dans la classe de mon père, comme élève, ce qui m'a occasionné une certaine, disons, un certain respect. Il m'a donné le sens du respect, de faire bien le travail et tout ça, parce que mon père m'a beaucoup suivi, d'autant que les maths n'étaient pas très forts, après ça allait mieux. Voilà, donc je suis arrivé à Nice pratiquement pour faire ma bar mitzvah. En fait, j'étais dans le flot des rapatriés en 62, juin 62. J'ai étudié à Nice pour ma bar mitzvah avec, à l'époque, Madame ou Mademoiselle Khalifa, qui était la fille du rabbin Khalifa. Et quelque chose de très intéressant, c'est que dès cette époque, on nous enseignait à la fois les prières en hébreu, mais aussi le sens de ces prières en français.
Par exemple, le schéma, première partie du schéma traduite en français, première partie Birkat Amazon traduite en français. Donc ça ne m'a pas rebuté. Oui, c'est pas toujours le cas. Non, parce que justement, mon père devait être rabbin, et finalement, comme il ne comprenait rien à ce qu'on lui enseignait à l'époque, il a pris notre orientation. Voilà, tout à fait. Donc vous étudiez à la faculté de Nice Sciences Éco et Droit, et vous devenez professeur. Oui, alors tout à fait. En fait, comme j'avais dit, j'étais pas très fort en maths, mais après mon père m'a pris en charge et j'étais devenu assez bon en maths, mais pas assez bon pour continuer des études d'ingénieur comme je le souhaitais. Donc je suis allé en sciences éco et là j'ai poursuivi mon cursus pour préparer donc une licence sciences éco et le diplôme d'institut d'administration des entreprises. Ne savant pas quoi faire, je voulais tout faire sauf l'enseignement. Voilà, mais en tant que fils d'enseignant, j'ai pas pu résister à l'appel dans l'enseignement, et j'ai passé le concours pour devenir professeur d'économie-gestion. Et qu'est-ce qui vous a plu justement, le fait d'enseigner, de transmettre, de former Alors, l'enseignement, ce qui m'a plu, il y a plusieurs éléments évidemment. D'abord, l'aspect contact avec l'humain dans sa diversité. Le fait de pouvoir, transmettre certaines valeurs. Non seulement avoir un rôle au niveau de l'instruction publique, mais avoir un rôle aussi au niveau de l'éducation. Et avec l'âge, je me suis rendu compte que finalement, toutes ces valeurs étaient les prémices pour moi pour arriver à bien comprendre, j'espère, à mieux comprendre le sens de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas des valeurs, si on n'a pas des règles, des garde-fous, la vie devient très difficile. Voilà. Vous avez enseigné où, justement? Dans les universités? Non, alors non, j'étais prof de lycée, donc j'ai enseigné l'économie-gestion, pas mal de matières, et puis j'ai terminé ma carrière comme professeur en BTS Transport, ce qui m'a donné l'occasion d'avoir des contacts avec les entreprises de la région. Donc au niveau, par exemple, de la zone de fret aéroportuaire, au niveau des entreprises de transport routier, etc. C'était pour moi assez nouveau, parce qu'en tant qu'ex-68ard, l'entreprise était exclue de l'école dans notre idée. On ne voulait pas l'intrusion de l'entreprise, des patrons, comme on disait à l'époque. Mais après, j'ai compris leur rôle essentiel. Et voilà, donc ça m'a permis de changer un petit peu mon optique. Donc, de Nice, comment avez-vous atterri à Cannes? Comment êtes-vous venu à Cannes? Comme tous les voyages que j'ai faits avec mes parents, nous venions chaque année en bateau, où nous prenions le ville d'Oran ou le ville de Marseille, et nous arrivions à Marseille. Alors pourquoi Cannes? Pourquoi pas Marseille? Ou pourquoi pas Paris ou autre chose? Alors c'est assez intéressant, parce que mon père a été chasseur alpin. Et chasseur alpin basé à Villefranche, et il a fait quelques exercices à Piracava, dans la région. Autrement dit, il connaissait déjà la région et ça lui plaisait, ça lui rappelait un peu l'Algérie. Et nous sommes tout naturellement venus au bord de la mer. Voilà. Donc là, ça fait une vingtaine d'années que vous êtes établi à Cannes, une quinzaine d'années, c'est ça? Non, Cannes, je suis depuis 1976, ça fait beaucoup plus longtemps. Oui. Hein. Donc, quarantaine d'années. J'ai fait pratiquement tout mon service d'enseignement à Cannes, au lycée Bristol. Il y a juste une année, la première année, où je suis allé en Alsace, j'étais affecté en Alsace, ce qui a causé un éclat de rire de mes copains futurs toubibs sur la plage, et qui disaient « Ah, Saverne !» Ils ne savaient même pas où ça se trouvait. Saverne, c'est à 40 km de Strasbourg. Mais pour eux, c'était un exil, si j'ose l'exprimer ainsi. Donc vous aviez des classes de 40 élèves, c'était déjà chargé à l'époque? Alors on avait des classes chargées, peut-être pas 40 élèves, mais plus de 30 élèves, 30-35 élèves, oui. Et quelles ont été vos satisfactions et les difficultés que vous avez rencontrées dans cet enseignement, justement? Alors, les satisfactions, c'est qu'on tisse des liens avec les élèves, pas avec tous, bien sûr, hein, ça dépend des tempéraments. En plus de ça, j'animais un club musique au lycée, donc un club... Vous jouez d'un instrument? Oui, de la guitare. Et puis j'avais des élèves qui étaient très volontaires, ça leur plaisait beaucoup, donc on chantait un petit peu, on chantait Maxime Le Forestier, les Beatles.
Il est toujours d'actualité, hein, Maxime Le Forestier. Voilà. Maison Bleue. Oui, voilà. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui permet d'avoir de meilleures relations avec les élèves, effectuer des activités hors périscolaires, on va dire. Et artistique, hein, parce que dans la musique, c'est aussi des moments d'émotion, Tout à fait. on s'exprime d'une autre façon. J'ai même participé à une séquence de théâtre où j'ai composé, mais très modestement, il ne faut pas considérer que c'était très, très élevé, la musique de d'une pièce de Bertolt Brecht. Oui, c'est pas facile. Le cercle de craie caucasien. Donc, pour terminer cette période scolaire, vous avez transmis les valeurs qui sont les vôtres, parce que vous m'avez dit, pour moi c'est très important, l'éthique. Oui. Donc est-ce que vous pouvez développer? Oui, alors les valeurs que j'ai essayé de transmettre, parce que dans une classe, on ne peut pas laisser les élèves chacun faire ce qu'ils veulent, chacun ce qu'il veut, ce n'est pas possible. Donc il y a des règles de discipline relative, parce qu'après c'est devenu plus dur en fin de carrière quand même. Au départ, c'était plus facile. Des règles, on s'impose aussi par la compétence. La compétence est un facteur essentiel pour avoir l'écoute. Je ne sais pas si moi j'étais assez compétent, mais en fait, j'ai essayé de donner de mon mieux, comme mes parents l'avaient fait. J'ai continué. Est-ce que vous avez trouvé un petit truc pour capter l'attention de vos élèves, justement, pour que... est-ce que vous trouviez des petites astuces? J'avais pas de recette miracle. Je ne faisais pas un break pour attendre que les séances reviennent, non. Il fallait les faire parler eux. Donc, les faire parler à partir de ce qu'on étudiait. Voilà. Participer. Voilà. Georges, nous allons marquer une courte pause et je propose à nos invités de nous retrouver dans quelques instants pour Judaïkan. Merci. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, nous nous retrouvons pour la seconde partie avec Georges Boisiz, membre actif de la communauté juive de Cannes et référent du cycle interreligieux du Vivre Ensemble à Cannes et de cette partie mosaïque interreligieuse en fait. Hein. Alors je ne suis pas référent vraiment du cycle interreligieux parce que c'est quelque chose de parallèle par rapport à la communauté de Cannes. Je peux dire que j'ai eu toujours cette fibre de contact avec les autres religions et que nous avions ici dans nos locaux. On avait reçu, avec le rabbin habitant, par exemple, le père Tocoli, qui avait fait une conférence. Et donc, nous avions déjà commencé. Je me suis investi plus précisément dans le Vivre Ensemble à Cannes, à partir de 2011. Et je suis membre fondateur du Vivre Ensemble. Voilà, à Cannes. Qu'est-ce qui vous a justement interpellé et sensibilisé dans cette écoute à l'autre en fait, parce que c'est votre point de départ, hein, c'est l'autre, c'est celui qui est différent, l'étranger. Voilà, alors donc ça il faut donner d'abord le principe du Vivre Ensemble à Cannes pour bien comprendre que le Vivre Ensemble à Cannes est basé sur le respect de la différence de l'autre et l'idée qu'on peut vivre ensemble, en gardant chacun ses traditions et ses différences. Et c'est très important, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir faire une entreprise de conversion, ou je ne sais pas moi, de donner les valeurs à l'autre. Chacun a ses valeurs. Et dans le Vivre Ensemble à Cannes, vous avez aussi bien des monothéistes, c'est-à-dire des musulmans, des juifs, des chrétiens, mais vous avez aussi les bouddhistes. Les bouddhistes qui n'ont pas de référence à Dieu. Voilà. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que j'établis vraiment un lien entre l'étude des textes religieux, la pratique religieuse et le vivre ensemble à Cannes. Je veux rappeler d'abord que Dieu a pour nom aussi Shalom, c'est-à-dire la paix. Or, le but du vivre ensemble à Cannes, c'est bien de vivre en paix à Cannes. Voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel qu'il fallait dire. Le but de chaque communauté déjà, d'être en paix avec chacun déjà dans la communauté. Tout à fait, parce que dans notre communauté, nous sommes tellement différents les uns des autres. Nous avons
des juifs séfarades, des juifs ashkénazes. Au sein des juifs séfarades, il y en a qui vont se revendiquer de Constantine, surtout quand le rabbin est constantinois. D'autres qui vont dire je suis Oran, café Oran, etc. Bon, bref, je ne dirais pas qu'il y ait des querelles de chapelle, mais enfin, on aime bien revendiquer ses racines. Alors, un symbole qui me parle beaucoup au niveau de cette diversité du peuple juif, c'est le symbole de Sukkot. Il y a 4 espèces qui sont réunies à Sukkot et qui représentent chacune une espèce de juif. Bon, il y a des juifs qui ne pratiquent pas les mitzvot, c'est-à-dire qui ne font pas... On peut rappeler juste brièvement la fête de Sukkot, c'est la fête des fruits. Ah oui, la fête de Sukkot, c'est la fête des cabanes, comme on dit. Des cabanes, mais avec les fruits. C'est la fête aussi de la récolte. Hein. Donc, c'est vrai, c'est important de le rappeler. Et c'est en mémoire aussi de la protection divine pendant notre traversée du désert, au sens physique du terme. Donc, je disais qu'il y a 4 espèces de juifs qui sont symbolisées par les 4 espèces végétales. Vous avez le sol qui n'a ni parfum ni fruit, c'est-à-dire c'est le juif qui n'étudie pas et qui ne pratique pas. Vous avez le palmier qui donne des fruits mais qui n'a pas de parfum, c'est-à-dire c'est l'homme qui pratique sans étudier. Vous avez aussi le myrte qui n'a pas de fruits, mais qui possède un parfum. C'est l'homme qui étudie sans pratiquer. Et enfin, le cédra, qui est l'idéal, c'est l'homme qui à la fois étudie et à la fois pratique. Donc, on a ici cette idée de solidarité. On les attrape ensemble, ces 4 espèces, et pour montrer qu'on est tous solidaires. Alors, dans le judaïsme, on a cette référence à cette solidarité du juif, mais aussi, on a une pensée aussi par rapport à l'étranger. On a une pensée par rapport aux faibles, par exemple la veuve, l'orphelin, etc. Nous avons une attitude bienveillante vis-à-vis des pauvres, par exemple, au niveau des champs qu'on cultive. Il y a l'année de la Shemitah où le champ est en jachère, c'est-à-dire le champ, la récolte peut être prise par n'importe qui se présente sur le champ. Nous avons toujours un petit coin dans le champ qui est laissé pour les pauvres. Ce qui est tombé de la récolte aussi est laissé pour les pauvres. Bref, oui. Nous avons tout cela. Voilà, donc ce qui me plaît beaucoup dans le lien entre le judaïsme et le vivre ensemble, c'est cette notion de paix. La paix, c'est mieux que la haine, c'est mieux que la guerre. D'ailleurs, le temple a été détruit à cause de la haine gratuite entre juifs. Donc, c'est pour vous montrer que Dieu, qu'est-ce qu'il souhaite? Si Dieu a pour nom Shalom, c'est qu'il souhaite la paix entre les hommes. D'où, pour avoir la paix entre les hommes, il faut respecter des valeurs. Il faut se respecter aussi mutuellement. Et ça, c'est la notion d'éthique. La notion d'éthique dont parlait Lévinas, ça implique qu'on n'est pas indifférent au visage de l'autre. Ça, c'est vraiment la conception centrale de Lévinas. Et je pense que dans un monde un peu trop égoïste, un peu trop matérialiste, c'est bon de faire attention à l'autre et de mettre centré seulement sur soi-même et sur ce qu'on possède. C'est indispensable, hein, aussi. C'est bon, c'est au-delà. Avec l'âge aussi, on prend conscience de ces choses-là. C'est-à-dire, on se détache davantage du matériel et on se raccroche davantage au spirituel. Et on se dit, tiens, quel est le sens de notre vie sur Terre? Notre vie sur Terre, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour se perfectionner. Le but du juif, c'est d'être le plus proche possible de Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Dieu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui il est, on a quelques idées, mais on n'a aucun moyen de l'atteindre. Même Moïse n'a pas pu le voir en face, parce que Dieu lui a dit, si aucun homme, aucun être vivant peut me voir en face et rester vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une séparation entre le divin et l'humain. Mais l'humain doit tendre vers le divin. Voilà, et donc tendre vers le divin, c'est tout à fait se perfectionner au niveau moral, au niveau de l'attention aux autres. Alors ici, j'ai quelques petites citations. Vous vouliez nous donner quelques à vous donner citations en réflexion.
Et vous me direz pourquoi vous les avez choisies. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces citations? Tout à fait, ça va se comprendre tout de suite. Pour apporter justement à nos auditeurs qui souhaitent comprendre pourquoi ces citations. On va comprendre tout de suite. La première citation que je vais faire, c'est en référence à la notion de shalom que j'ai évoquée pour le vivre ensemble et pour disons le judaïsme, parce qu'on dit, on termine par exemple nos prières, on dit c'est shalom v'imrav ou berchmav c'est shalom aleinu akolam Israël v'imru, ça veut dire Dieu nous donnera la paix, on réclame cette paix. Alors Rabbi Nachman de Breslev, que j'aime beaucoup, c'était un descendant du Baal Shem Tov, c'est le mouvement chassidique du XVIIIe siècle, a dit Dieu est présent chaque fois qu'un traité de paix est signé. Il a dit aussi autre chose, le monde entier est un pont très étroit et l'essentiel c'est de ne pas avoir peur. Donc toujours de l'audace pour aller plus loin, c'est important. Une autre citation, si vous voulez, Hillel, l'ancien, qui a vécu au début de la chrétienne, on va dire, l'époque de Jésus, si vous voulez. Il a dit deux choses qui me paraissent très, très importantes. Sois un disciple d'Aaron, aimant la paix et recherchant la paix, aimant tes semblables et les incitant à étudier la Torah. Donc il y a aussi non seulement l'amour des semblables, mais aussi l'étude de la Torah, pour mieux comprendre le sens de la vie. Ne te sépare pas de la communauté, là c'est bien pour notre président. Notre président Gérard Bavard. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Pourquoi n'aie pas confiance? Parce que tu dois te remettre en question tout le temps. Tout le temps. Ne juge pas ton compagnon avant de te trouver dans sa situation et ne dis pas « j'étudierai quand j'aurai du temps » de peur que tu n'aies jamais le temps libre. Oui, quand on dit « j'ai pas le temps », on ne prend pas le temps. En fait, le temps, on le choisit, on choisit ce qu'on veut, on est responsable de son temps, de son planning. Hein. Et le judaïsme nous enseigne à prendre le temps à chaque fois parce que nous avons des fêtes qui sont calquées sur le temps et les saisons. C'est particulier. Oui, vous avez parlé de Sukkot. Enfin, on a des très belles fêtes. On avait tout Bishvat aussi, qui est en relation avec la nature. Et là, nous avons eu Purim. Et bientôt, dans 3 semaines, les fêtes de Pessah qui s'annoncent. Qui annonce notre libération de la servitude, par rapport à tous nos préjugés, par rapport à notre étroitesse d'esprit. Par rapport, c'est un symbole, c'est pas seulement la sortie d'esclavage en Égypte, parce que l'Égypte, le mot Égypte en hébreu vient de tsar, Mitzrayim, ça vient de tsar qui veut dire étroit. Donc il faut sortir de son étroitesse. Donc aller s'ouvrir aux à autres. L'autre, s'ouvrir à l'autre. C'est le sens aussi du vivre ensemble à Cannes. Et le vivre ensemble de chaque jour dans notre communauté. Écoutez, cher Georges, est-ce que vous avez une dernière phrase à nous ajouter par rapport à toutes ces citations Oui, alors je voudrais que... Pour terminer, parce que l'émission touche à sa fin, j'entends le générique. Alors ce n'est pas une phrase, mais c'est plutôt des points de référence dans le judaïsme que je voudrais citer. Le respect du Shabbat, qui est quand même central et qui nous est propre, à nous, peuple juif, qui n'est pas commun avec les autres peuples. Ensuite, le sens de la tzedaka. La tzedaka, c'est-à-dire établir une certaine justice. On ne fait pas l'aumône en donnant de l'argent à un pauvre. On rétablit une certaine justice. Parce que pourquoi un tel est dans la rue en train de quémander? Pourquoi l'autre, il est riche, etc. Mystère. La religion est mystérieuse. Sur ces belles paroles de ce qui est mystérieux, je vous remercie de toutes ces explications. C'est vrai que vous êtes un puits de science, on apprend beaucoup avec vous et la vie est essentielle et chaque jour, soyons conscients que nous avons... Saisissons cette vie que nous avons tant que nous sommes vivants sur cette terre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Carole. Georges. Et merci Alexandre pour la technique. Merci à Gérard Bavard pour Judas et Cannes. Et chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et soyez conscients que la vie est belle. Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat Shalom. Au revoir. À bientôt.